Bonsoir à tous. Ce soir, un Orient entièrement consacré au conflit israélo-palestinien. On est ensemble pendant près d'une heure pour tenter de répondre à cette question. Doit-on débrancher ou s'acharner à faire revivre les accords d'Oslo en état de mort clinique? Un quart de siècle qu'Israéliens et Palestiniens négocient pour se séparer, un divorce qu'ils souhaitaient à l'amiable. Mais tout ne s'est pas vraiment passé comme ils le voulaient. Assassinat d'Yitzhak Rabin, attentat du Hamas, construction galopante en Cisjordanie. Bref, est-il temps de dire adieu à la solution des deux États? Existe-t-il d'autres moyens pour résoudre ce conflit? Israël-Palestine, deux États, sinon rien, c'est le titre de notre débat de ce soir. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer avec moi en plateau. Honneur aux dames d'abord. Laly Debré, bonsoir. Journaliste, vous êtes également conseillère municipale du village d'Eli en Cisjordanie. Vous soutenez une annexion partielle de cette région. Pour vous, le concept même de séparation n'est pas compatible avec la contiguïté du territoire, la mixité des populations. Léa Berdugo, pour nourrir le débat, comme chaque jeudi, à mes côtés, Stéphane Amar, journaliste également. Vous êtes correspondant en Israël pour plusieurs médias francophones. Vous publiez ces jours-ci ce bouquin, Le grand secret d'Israël. Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien? C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors pour vous, le gouvernement israélien fait semblant tout simplement de négocier en attendant d'abattre ses cartes, à savoir l'établissement d'un État unique dans lequel Israéliens et Palestiniens cohabiteraient exactement avec les mêmes droits. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis en duplex depuis Tel Aviv, Meron Rapaport, vous êtes journaliste aussi décidément et cofondateur de l'ONG Une Terre pour tous. Bonsoir à vous. Vous allez défendre durant cette émission l'idée d'une confédération israélo-palestinienne où plus personne ne bouge, Israéliens en Palestine, Palestiniens en Israël. Le problème devient donc la solution. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Mais avant de procéder à cette autopsie d'Oslo, rappel des grandes lignes de ces accords qui auraient dû voir naître un État palestinien. C'est l'entrée en matière. Elle est concoctée ce soir par Léonore Jory. Poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Partout dans le monde, l'espoir d'une solution au conflit israélo-palestinien renaît. Le 13 septembre 1993 à Washington, la déclaration de principe des accords d'Oslo est signée. Elle précise le cadre général des négociations. Elle pose les bases d'un régime d'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Exception faite des implantations juives et de Jérusalem. Un régime provisoire applicable dans un délai maximum de 5 ans en attendant une solution définitive. Seuls quelques principes sont alors posés. La déclaration prévoit entre autres un passage entre les deux zones, également empruntable par les civils et militaires israéliens. La santé, l'éducation, les affaires sociales, la taxation, le tourisme et la culture devront être transférés aux Palestiniens. Une date butoir est choisie, le 13 juillet 1994, date à laquelle un conseil palestinien doit être élu pour exercer les pouvoirs autonomes reconnus et entamer le retrait de l'armée israélienne hors des zones de population. Elle sera reportée. La question des réfugiés palestiniens, de Jérusalem et des frontières définitives sont elles aussi remises à plus tard. Le 4 mai 1994, la déclaration est complétée par l'accord du Caire qui investit l'autorité nationale palestinienne de pouvoirs limités. Mais c'est le 28 septembre 1995, avec l'accord de Taba, que les échéances et les conditions de l'autonomie des Palestiniens sont définies. Il implique un découpage des territoires palestiniens en zones où les contrôles des deux parties s'appliquent de façon différente, dans l'attente de l'aboutissement des négociations toujours en cours. Sur le plan territorial donc, la Cisjordanie est divisée en 3 zones. La zone A, composée des villes de Jenin, Naplouse, Tulkarem, Kalkia, Ramallah, Bethléem et Jéricho. Une superficie qui représente 3% de la Cisjordanie et dont l'armée israélienne se retire pour passer le contrôle civil et sécuritaire à l'autorité palestinienne. La zone B est composée de la quasi-totalité des villages palestiniens, représentant 27% de la Cisjordanie. Ici, le pouvoir de l'autorité palestinienne est partiel, car le contrôle sécuritaire est conjoint avec Israël. La zone C représente 70% de la Cisjordanie, un territoire qui reste entièrement sous contrôle d'Israël, mais qui doit donner lieu à des retraits successifs. Un découpage donc censé être temporaire, en vue de l'aboutissement des négociations. La zone C devant être progressivement convertie en zone A et B. Une étape qui n'a toujours pas été accomplie à ce jour, car les accords d'Oslo n'ont jamais abouti à la paix ni à la création d'un État palestinien. Laly Debré, votre camp politique, celui de la droite, a gagné. Il n'y aura pas, comme l'affirme Stéphane Amar, d'État palestinien? Ce n'est pas mon camp qui a gagné, c'est le pays, à mon avis, qui a gagné. C'est Israël qui a gagné. C'est même pas qu'il a gagné, c'était quelque chose qui était mort dans l'œuf, ces accords d'Oslo. Ils avaient pour, a priori, des fondements complètement faux, complètement erronés, qui
qui sous-entendait que les Palestiniens voulaient la paix, que les Palestiniens acceptaient la présence d'Israël au-delà des frontières de 67, c'est-à-dire même à Tel Aviv et à Jaffa. Je me rappelle encore, j'habitais à cette époque à Bethel, c'est aussi une implantation au-delà de la ligne verte, et je regardais les reportages à la télé et je voyais donc des Palestiniens qui étaient dans les camps de réfugiés en Syrie ou en Liban, qui manifestaient avec des clés. Et les clés, elles n'ouvraient pas des portes dans des maisons de colonies, ce qu'on appelle des colonies d'implantation en Judée-Samarie. Elles ouvraient des portes à Jaffa, ici, là où on se trouve aujourd'hui, à côté de Tel Aviv. Elles ouvraient des portes de maisons de Akko qu'ils ont abandonnées lors de la Nekba. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, pour les Palestiniens, le problème, c'est pas 67, c'est 48. C'est 48, tout simplement. Et donc, le débat était faussé depuis le début. Donc, je ne sais pas si on a gagné. Je sais que le fait que l'option des deux États n'est quasiment plus sur la table, pour moi, c'est une grande... Alors, elle est plus sur la table, oui et non, Stéphane Amar, parce qu'officiellement, le gouvernement israélien et son Premier ministre sont attachés à cette solution de deux États. On se rappelle du discours de Benjamin Netanyahou, le fameux discours de Bar Ilan. Le Premier ministre israélien qui, cette dernière année, nous promet un accord régional avec les pays sunnites desquels Israël se rapproche. Tout ça, c'est du bidon ? Oui, d'une certaine manière, c'est du bidon. C'est-à-dire qu'on fait semblant, en fait, pour amuser la galerie. Pas seulement pour l'amuser, d'ailleurs, mais c'est aussi parce que ça rapporte beaucoup d'argent, le processus de paix. C'est une industrie, même si on ne peut pas vraiment parler de paix, mais en tout cas, il y a un processus. Donc, c'est des milliards qui sont injectés dans les ONG, dans l'autorité palestinienne. Ça permet à Israël aussi de se décharger de la gestion des territoires. Donc, ça arrange un petit peu tout le monde. Donc, on essaie de le maintenir un petit peu au niveau sécuritaire, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les attentats qui sont déjoués en Cisjordanie, c'est en partie grâce à la coopération sécuritaire. Bien évidemment, qui ne marchait pas du tout sous Arafat, mais qui marche depuis que Arafat est mort, depuis que Abbas est au pouvoir. Les Palestiniens jouent le jeu effectivement de la coopération sécuritaire. C'est-à-dire que les accords d'Oslo ont été bénéfiques pour Israël. Oui, sauf que même sans les accords, il y aurait eu cette coopération, puisqu'elle existait de manière informelle avant Oslo. Il y a des milliers de collaborateurs palestiniens dans les territoires qui renseignent l'armée israélienne, ce qui permet d'éviter les attentats bien plus que la barrière de sécurité, qui est souvent présentée à tort comme une arme anti-attentat. Mais cette coopération, de toute façon, elle existait avant, elle existe de nouveau maintenant. Et évidemment, elle sert Israël, mais pas seulement. C'est aussi se décharger de la gestion des écoles, des routes. Avant, c'est l'armée israélienne qui s'occupait de tout ça avant Oslo. Donc évidemment, Israël a un intérêt, mais Israël ne veut à aucun prix, et surtout pas Benjamin Netanyahou, la création d'un État palestinien souverain sur cette zone. Meron Rapoport, vous faites partie de ce qu'on est convenu d'appeler en Israël le camp de la paix. Cette solution à deux États, Meron Rapoport, à quel moment vous avez cessé d'y croire ? Moi, je crois encore dans la solution de deux États. Je crois que c'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre. Et les deux peuples ont besoin de deux États, d'autodétermination pour chaque peuple. Il n'y a pas d'autre solution pour faire finir l'occupation. Mais l'idée basée sur la séparation, ça ne peut pas marcher. Alors, il faut chercher la solution dans une convivence de deux États indépendants dans une confédération israélo-palestinienne, des États indépendants, souverains, mais liberté des mouvements et même des résidences, des institutions communes et Jérusalem comme capitale de deux États. Alors on va reparler à Meron Rapoport très largement de votre initiative Une Terre pour tous, Stéphane Amar. Est-ce qu'Israéliens et Palestiniens, comme le dit Meron Rapoport, sont vraiment les Siamois qu'il décrit, que vous décrivez dans votre livre? C'est-à-dire qu'ils sont inopérables, ou est-ce qu'au fond, il n'y a pas un chirurgien courageux de part et d'autre qui est capable de donner le coup de scalpel? Et on connaît les paramètres Clinton, on sait ce que peut devenir cette solution à deux États. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est pas finalement une volonté politique? Non, il y a un parallèle, il y a une asymétrie. Il y a le parallèle, ce que disait Laly, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux peuples veulent la même chose. Ils veulent après les mêmes lieux. Parce que pour les Palestiniens, je pense que Jaffa ou Haïfa est plus important encore que Ramallah ou Naplouse. Et pour les Israéliens, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire que les lieux saints de Jérusalem, de Naplouse ou d'Hébron sont au moins aussi importants que les villes de la côte. Donc on voit bien que le partage est impossible. Ça, c'est ce qui est commun aux deux peuples. Mais en revanche, par rapport à ce que disait Meron Rapoport, ce qui est absolument faux, c'est qu'il n'y a aucune comparaison, si on veut, dans le rapport de force. On a d'un côté un État qui est parmi les plus puissants du monde, qui a une armée, on l'a vu encore récemment, extrêmement puissante, une diplomatie, une économie, une puissance générale qui fait qu'il y a une asymétrie totale avec les Palestiniens et que plus le temps passe, moins Israël est prêt à céder aux Palestiniens. Et ça, ce n'est jamais dit. C'est la grande hypocrisie en fait de ce conflit, c'est qu'on fait comme si les deux adversaires étaient à égalité. Et on n'a jamais vu une paix qui était
signé entre deux adversaires avec autant de différences de puissance. C'est un peu comme, si vous voulez, si l'Allemagne en 1945 avait dicté les conditions de la paix aux Alliés. Ça paraît évidemment grotesque, mais c'est ce qu'on essaye d'appliquer ici. Lali Deray, sur les 500 000 habitants juifs de Cisjordanie, tous ne sont pas des durs à cuire, si j'ose dire. Tous ne se sont pas installés dans cette région pour des raisons idéologiques. D'autres l'ont fait pour des raisons économiques. Est-ce que ça rend difficile leur évacuation? Est-ce qu'il n'y a pas en réalité une volonté, une absence de volonté politique qui permettrait de les évacuer? J'ai du mal à comprendre le rapport entre les motivations. Il y aura une difficulté de toutes les façons. On a déjà eu un passif d'évacuation de 8000 personnes dans la bande de Gaza, avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui en passant. Déplacer, évacuer, comme on dit, 500 000 personnes, quelle que soit leur motivation, c'est complètement fou, c'est complètement impensable, ça n'aura pas lieu, ça ne se fera pas, tout simplement parce que ça ne servira à rien. Ce que je veux dire, c'est que les 8000 personnes qui ont été évacuées de la bande de Gaza, c'était justement des habitants avec un bagage idéologique très fort. Sur les 500 000 personnes qui habitent aujourd'hui, y compris Jérusalem-Est d'ailleurs, en Cisjordanie, tous ne sont pas des idéologues. Est-ce qu'en contrepartie d'une compensation financière, par exemple, il ne serait pas possible de les évacuer? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il n'existe pas finalement, est-ce que le principal obstacle à cette évacuation, c'est pas une absence de volonté politique? Non, mais évidemment, s'il y a une volonté politique, on a bien vu ce qui s'est passé en Algérie, des centaines de milliers de personnes sont parties, c'est vous qui osez la comparaison. Non, enfin, c'est tout à fait comparable à bien des égards, mais il faut qu'il y ait une volonté politique, et il n'y en a pas, parce qu'Israël, et c'était le cas d'ailleurs d'Yitzhak Rabin, c'est aussi la grande hypocrisie d'Oslo, Yitzhak Rabin n'a jamais eu l'intention d'évacuer les habitants des principales implantations, en fait. Alors on vous dit c'est des blocs, etc. Les Palestiniens sont d'accord, ils n'ont jamais été d'accord, ça a été redit, ils n'ont jamais voulu distinguer entre Malé Adoumim et Bethel, par exemple. Et deuxièmement, il y a un véritable enjeu sécuritaire, c'est-à-dire que la plupart des villes palestiniennes à évacuer se trouvent à portée de roquettes de Tel Aviv, de Haïfa, etc. Et donc personne dans l'appareil sécuritaire israélien, qu'on soit religieux, mais surtout qu'on soit laïque, j'allais dire, ne veut imaginer que demain, à Kalkilia, à 14 km de Tel Aviv, on puisse faire ce qu'on fait actuellement à Gaza, c'est-à-dire envoyer des roquettes sur le territoire israélien. Sans compter évidemment les enjeux autour de l'eau, comme par exemple à l'Ariel, de la vallée du Jourdain. Les Palestiniens n'ont jamais voulu céder sur la vallée du Jourdain, alors que pour Israël, c'est une ligne rouge, ils veulent absolument conserver ces taxes. Enfin, je pourrais multiplier ça à l'infini avec Jérusalem, Hébron, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun terrain d'entente en vérité pour un partage. Alors on va passer à présent à une autre solution qui porte le nom de l'actuel ministre de l'Éducation, chef de file du Parti national religieux, il s'appelle Naftali Bennett. Voici la vidéo explicative qui la résume en quelques minutes, on en débat juste après. Il y a des choses qui, nous le savons tous, ne se produiront plus. Il n'y aura pas de nouvelle saison des Sopranos. Rami Kleinstein ne portera plus la coupe afro. Et un accord de paix avec les Palestiniens ne verra pas le jour. C'est simplement irréaliste. Pourquoi? L'histoire est assez simple. La création d'un État palestinien sur les frontières de 1967 est impossible, car il mettrait en danger Israël. D'un point de vue sécuritaire, cela revient à dupliquer Gaza au sein de la Judée-Samarie, ce qui augmenterait le nombre d'attaques de roquettes sur les territoires israéliens. Deuxième raison, les ressources d'eau dont le cœur est en Judée-Samarie fournissent 50% des besoins en eau en Israël. D'un point de vue démographique, un État palestinien serait un aimant qui attirerait des millions de réfugiés en Judée-Samarie. La pression démographique sur la ligne verte aurait pour effet une concentration exceptionnelle de clandestins à la frontière, de quoi donner un sacré coup de vieux au problème des migrants africains. Et Israël perdrait sa majorité juive entre la Jordanie et la Méditerranée. En plus, rappelons-nous que nous sommes entourés de pays qui ne nous aiment pas. Dans le cas d'une attaque à l'Est, la vallée du Jourdain est un bouclier géographique naturel, en raison des différences de niveau. Au contraire, l'annexion de toute la Judée-Samarie et la création d'un État binational abolirait la dimension juive de l'État d'Israël. Alors, que faire? On ne peut rien faire et espérer que tout s'arrange naturellement. Le problème de cette solution est qu'elle laisse la scène libre aux organisations pro-palestiniennes. On peut également faire ce que le sionisme a toujours fait, prendre notre destin en main. Et c'est ici qu'intervient le programme d'annexion partielle. Il ne créera pas un paradis, mais il améliorera considérablement la situation. La situation actuelle est la suivante. La Judée-Samarie est partagée en zones A, B et C. Les zones A et B sont sous contrôle palestinien. Ici vivent 97% des Palestiniens.
La zone C est sous contrôle israélien. Dans cette zone vivent 350 000 habitants des implantations et seulement 48 000 Palestiniens. La zone C comprend aussi les points vitaux pour la sécurité d'Israël. Le programme est l'intégration de la zone C au sein du territoire israélien. Quant aux Palestiniens, ils pourront avoir le contrôle autonome des zones A et B. Et la circulation publique permettra à tout résident de se rendre de tout point de Judée-Samarie à tout autre endroit sans voir un seul barrage de Tsahal. En ce qui concerne les 48 000 Palestiniens qui vivent en zone C, ils pourront avoir la citoyenneté israélienne, à moins qu'ils préfèrent n'avoir que la résidence, comme les habitants de Jérusalem-Est. Cela affectera imperceptiblement l'équilibre démographique d'Israël, mais cela coupera l'herbe sous le pied de ceux qui nous accusent d'apartheid. Les frontières actuelles avec la Jordanie et Gaza resteront inchangées. La sécurité sera même intensifiée pour éviter l'intrusion d'enfants de réfugiés palestiniens et empêcher le terrorisme. Israël gagnera en stabilité du point de vue sécuritaire et démographique, et personne ne sera expulsé de sa maison. Que dira le monde? Le monde ne reconnaît pas l'autorité d'Israël à Jérusalem ou sur le plateau du Golan. Nous pouvons donc ajouter à la liste des territoires israéliens non reconnus par la communauté internationale la zone C. La leader, les seuls territoires conquis par Israël au lendemain de la guerre de 67 sont Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem avec l'intifada des couteaux, on ne peut pas vraiment dire que l'intégration est réussie. Pourquoi ça pourrait marcher avec la Cisjordanie ? Parce que justement, l'intégration n'est pas réussie parce que l'État d'Israël fait une grande erreur, c'est de ne pas investir suffisamment dans les infrastructures, de ne pas investir suffisamment dans l'éducation, dans les écoles de Jérusalem-Est, de parler très haut d'une Jérusalem unifiée, mais de facto d'agir comme s'il y avait deux villes. Jérusalem unifiée ou Cisjordanie annexée, ça veut dire un homme, une voix. Demain, un Premier ministre palestinien, ça ne vous pose pas de problème? D'abord, si on se réfère au plan Bennett, ce n'est pas du tout ce dont on parle. On parle de là, il parle de 38 000 Palestiniens, il me semble. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont à peu près 70 000. La même chose pour les habitants juifs israéliens de Judée-Samarie. Ils ne sont pas 350 000 aujourd'hui, ils sont 400 000. On parle d'une toute petite minorité à qui on accorderait bien entendu tous les droits, exactement comme les Arabes israéliens. Je voudrais juste rappeler qu'en 1948, quand nous avons reçu l'État d'Israël, nous avons donné quasiment de force la nationalité israélienne aux Arabes qui vivaient à l'intérieur des frontières de 1948. Sans jamais, il n'y a jamais eu de négociation autour de ça, et heureusement, parce que si on leur avait proposé, s'il y avait eu des négociations autour de cet octroi de cette nationalité, aujourd'hui encore, nous serions encore en guerre aussi avec la minorité arabe israélienne. Les Arabes israéliens étaient sous administration militaire jusqu'en 1966, c'était dans le cadre d'une guerre. Comment annexer un territoire dans un état de non-guerre aujourd'hui? Et vous parlez d'une annexion totale de la Cisjordanie. C'est vrai qu'il y a un tout petit bug, on l'a vu dans l'histoire du plan Bennett, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait comme des 8 villes autonomes palestiniennes, c'est là où se trouve la majeure partie de la population. Alors on dit oui, ils nous accuseront plus d'apartheid, c'est pas évident parce qu'il y aura quand même des gens selon ce plan qui n'auront pas les mêmes droits que les autres dans cet espace-là. Les Palestiniens de la zone C seront annexés, ils auront la nationalité israélienne s'ils veulent comme les Juifs qui vivent dans ces territoires, mais pas les Palestiniens de Naplouse, Hébron, etc. Donc c'est quand même ça le cœur du problème qui n'est pas vraiment réglé par ce plan. Moi, ce que je soutiens en fait dans mon livre, c'est ça que j'appelle le grand secret d'Israël, c'est que le facteur qui a changé ces dernières années, c'est la démographie. Israël bénéficie d'une démographie extrêmement dynamique. Le taux de fécondité des femmes juives a dépassé celui des femmes arabes l'an dernier. Il y a le réservoir évidemment de l'immigration, etc. On voit bien que maintenant la bande côtière qui va d'à peu près d'Ashkelon jusqu'à Haïfa est complètement saturée, qu'Israël manque d'espace. Et finalement, c'est peut-être ce facteur démographique qui va tout changer, qui va permettre à terme, c'est pas tout de suite, c'est à moyen ou long terme, de créer un grand État démocratique dans lequel tout le monde aurait sa place. Et comme disait Lali, le bel exemple finalement de ça, ce qui prouve que c'est possible, ce sont les Arabes israéliens, puisqu'ils vivent depuis 70 ans dans les frontières d'Israël, ils sont parfaitement loyaux et ils ont des réussites exemplaires. Vous en parlez, numéro 2 une bataille, c'est celle des chiffres, des chiffres démographiques. Démographie, tout n'est pas aussi clair. On va vous présenter un chiffre aujourd'hui. Il s'agit d'1 085 368. Eh bien, c'est la différence d'estimation entre les diverses études démographiques sur les Palestiniens en Cisjordanie. D'un côté, certains démographes repris par la gauche israélienne évoquent la présence de plus de 2 900 000 Palestiniens en Cisjordanie. Et de l'autre, on a une initiative israélo-américaine
menée par Yoram Ettinger, qui contredit ces chiffres, qu'il dit issus d'une manipulation palestinienne. Et on parle de ce côté-là d'1 850 000 Palestiniens dans ces territoires palestiniens. De quoi contrecarrer l'argument d'un danger démographique pour les Juifs en cas d'annexion ou en cas de maintien du statu quo. Est-ce que, à gauche, quand on est pour un État palestinien, c'est uniquement pour désamorcer la bombe démographique, ou alors est-ce qu'il y a d'autres raisons, par exemple, comme celle du refus de contrôler un peuple? Non, je crois qu'il n'y a pas plus idéologique en fait que la démographie en Israël. C'est vraiment, avant tout, avant d'être une science, c'est un instrument idéologique. Il a été utilisé effectivement par la gauche pendant très longtemps pour dire il faut absolument se séparer des Palestiniens, ça va être une catastrophe. Arnon Sofer, par exemple, qui est considéré comme le grand démographe israélien de Haïfa, j'ai été retrouver ses textes de 1985 pour 2015 à la Bibliothèque nationale. Il s'est trompé à peu près d'1 million, effectivement. Il a sous-estimé d'1 million le nombre d'Israéliens. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prévu, évidemment, l'immigration d'1 million de Russes dans les années 90. Mais cet homme, Arnon Sofer, est un véritable idéologue. Si vous lisez ses rapports, c'est des brûlots xénophobe pour le moins, où il vous décrit les Arabes comme une masse barbare prête à déferler sur Israël, dont il faut absolument se séparer et ériger un mur. Le mur de sécurité, par exemple, c'est une création de la gauche. C'est Barak qui l'a mise en chantier, Sharon l'a continué, mais c'est la gauche. Et moi, j'ai rencontré l'un des concepteurs du projet. Il m'a dit, moi, si je pouvais, j'aurais mis une rivière avec des crocodiles entre les Palestiniens et moi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de vraiment idéologique derrière tout ça. Les chiffres, personne ne les connaît, ils sont quasiment secrets, parce que la plupart des études se basent sur les chiffres palestiniens qui sont très contestés. Le chiffre de 3 millions de Palestiniens me paraît complètement fantaisiste en Cisjordanie, quand on connaît la Cisjordanie avec ses espaces vides, etc. Et c'est la plus grande ville malgré tout, c'est Hébron avec 150 000 habitants, donc on est très loin de ces 3 millions. Mais effectivement, c'est la clé finalement de ce conflit, c'est la démographie. Alors on va continuer à discuter de cette question passionnante de la démographie, de la démographie, encore un lapsus. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite après. De retour sur le plateau du Magorian, 2 États sinon rien, c'est le titre de notre débat ce soir, avec autour de ce plateau Stéphane Amar, Lali Deré, Léa Berdugo en duplex depuis Tel Aviv, Meron Rapoport. Meron, la première question de cette deuxième partie est pour vous. Qu'est-ce qu'ils en pensent les Palestiniens? Parce que vous militez au sein de cette association, Une Terre pour tous, c'est une association israélo-palestinienne. Est-ce que finalement, comme Clermont-Tonnerre l'exigeait des Juifs, tout donner aux Arabes en tant qu'individus, tout leur refuser en tant que nation, c'est une idée qui pourrait séduire vos voisins palestiniens? Toute la discussion qui était en avant était sans les Palestiniens. C'est une discussion typiquement israélienne entre les Juifs sur le futur des Palestiniens et des Arabes. Les Palestiniens veulent une chose très simple, qui est la liberté et l'égalité. Pas plus de ça. Et je crois que chaque peuple, chaque citoyen dans ce monde a le droit d'avoir la dignité et l'indépendance. Pour eux, la chose la plus importante est d'avoir les fins d'occupation, l'occupation au sens qu'il y a une autre force qui dit ce qu'ils doivent faire, les Palestiniens, qui les bloque. Tout ça doit finir. Et ça, c'est évident. Et si on veut quelques fins pour ce conflit, ça, c'est la voie. Si on veut continuer avec le status quo, OK, il n'y a pas de problème. Le plan de Bennett et tous les autres plans, c'est la continuation de la conflit. Et moi, je n'ai pas peur de la démographie. Ce n'est pas la chose qui aussi fait peur les Palestiniens. Et ce n'est pas ça la question. Il y a maintenant à peu près 6 millions de Palestiniens et 6 millions de Juifs entre la Jordanie, la rivière et la Méditerranée. Et ça, c'est le fait. Et on doit vivre avec ce fait. Lali Deré, j'entendais tout à l'heure Stéphane Amar utiliser un mot fort,
xénophobe. Est-ce que c'est pas finalement au principe du sionisme, même la séparation entre d'un côté un État juif et de l'autre un État arabe? Pour vous, c'est xénophobe de vouloir se séparer des Palestiniens? Complètement. Moi, j'ai souvent cette discussion avec des voisins, des amis qui sont de gauche. Ils sont beaucoup plus racistes que moi. C'est une évidence. C'est-à-dire que je fréquente beaucoup plus les Palestiniens, je parle avec eux, j'ai des discussions avec eux, je suis... Est-ce que ce n'est pas l'idée même du sionisme qui a souvent été confondue sur les bancs des Nations Unies de relire à du racisme? Est-ce que ce n'est pas le fondement du sionisme même que de vouloir préserver une majorité juive au sein d'un État? Il suffit de relire les écrits d'Herzl, de Théodore Herzl, il suffit de relire les écrits de Jabotinsky. Jamais, au grand jamais, le sionisme n'a jamais voulu qu'un État soit 100% juif. C'est complètement fou. Moi, je ne voudrais pas vivre dans un État comme ça, en tout cas. C'est clair. Moi, je pense que... Je crois que la gauche sioniste non plus. Non. L'idée, c'est de préserver une minorité arabe au sein d'un État majoritairement juif. Cacher ce Palestinien que je ne saurais voir. Ok. Moi, j'ai du mal avec ça. Moi, franchement, j'ai beaucoup plus d'affinité. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous accommodez pas de la situation actuelle où les Palestiniens sont privés de leurs droits fondamentaux dans la région dans laquelle vous habitez? Non plus. Il y a certains. Je comprends les nécessités sécuritaires, etc. Je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire pour faciliter leur quotidien, pour qu'ils aient envie de faire partie de cette aventure magnifique qu'est l'État d'Israël. Il y a énormément de choses à faire. Il y a le statu quo, en tout cas, qui est brandi par Benjamin Netanyahou depuis des années. Pour moi, il ne peut pas continuer. Mais il n'empêche que oui, bien entendu, il y a des nécessités sécuritaires qu'il faut préserver. En tout cas, ça c'est évident. Stéphane Amar, votre bouquin porte ce titre, Le grand secret d'Israël. Qu'est-ce qu'attend Israël pour abattre ses cartes, comme vous dites, pour le rendre public, ce projet d'annexion, alors que le contexte international lui a jamais été aussi favorable? Qu'est-ce qu'on attend? Il attend que la population juive soit de plus en plus nombreuse, tout simplement. Et ça, ce sont les perspectives. Oui, parce que les sources d'immigration, par exemple, se tarissent. Les Juifs américains se bousculent pas en portillon. On a beau dire, mais l'alia des Juifs de France est en net recul également. Vous citez le président Rivlin qui évoque son père. Nous étions 6 000 lorsque mon père est né. Nous sommes aujourd'hui 60 000. Comment je suis né? Nous sommes aujourd'hui 6 millions. Dans 15 ans, dans 20 ans, au vu du tarissement des sources d'immigration, est-ce que ça sera le cas? Alors évidemment, je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous le dire, mais la dynamique démographique l'indique. Beaucoup de démographes estiment qu'il y aura 17 millions de juifs à l'horizon 2050 en Israël. Donc ça permettrait d'avoir, on va dire, un rapport de 70-30, c'est-à-dire 70% de juifs, 30% de Palestiniens sur l'espace Méditerranée-Jourdain, parce que ce qu'oublie de dire sur Rapoport, c'est que Gaza est sorti de l'équation avec le retrait de 2005 de Sharon. Donc on ne peut pas dire qu'il y a 6 millions de Palestiniens, puisqu'il y a d'un côté Gaza, de l'autre côté la Cisjordanie, et c'est pas Israël finalement qui le dit, c'est les Palestiniens eux-mêmes, puisqu'ils sont absolument irréconciliables. Ça fait 10 ans qu'ils tentent de se réconcilier, on voit bien que plus le temps passe, tant que le Hamas plus est au pouvoir, oui, mais bon, même si demain c'est pas le Hamas, qui dit que ces deux États auront un jour à nouveau le même projet politique, qui dit qu'ils seront unifiés, comme ça a été le cas du temps d'Yasser Arafat, par un seul dirigeant, tout ça est très hypothétique. Ce qui est beaucoup plus possible et probable, c'est que Gaza devienne un État indépendant, c'est ce qui est en train de se dessiner, par l'entremise de l'Égypte, il y a des négociations discrètes mais très avancées pour lui donner plus d'air, peut-être un port en haute mer, un modèle à Singapour, lever un petit peu le blocus. Le régime, on voit très bien qu'il est assez instable, comment est-ce qu'il va évoluer, mais en tout cas on s'achemine vers un État indépendant, donc ces Palestiniens-là sortent de l'équation d'une certaine manière du conflit israélo-palestinien, il reste la Cisjordanie, et je vous le disais, les chiffres permettraient d'envisager une annexion. Allez, on en vient à présent à cette initiative, la vôtre, Meron Rapoport, celle d'une confédération israélo-palestinienne. Vous en êtes le fondateur de cette association qui s'appelle donc Une Terre pour tous, anciennement 2 États, une seule patrie. Et avec nos caméras, on est allé à la rencontre, il y a 2 ans maintenant, des membres de cette association sur le terrain. Israël-Palestine, l'impossible divorce, c'est un sujet de la rédaction du Magorien. La scène est rarissime, presque surréaliste. Elias Cohen habite à Kfar Etzion, une implantation juive au sud de la Cisjordanie. Il a donné rendez-vous aujourd'hui à Bouran al-Saadi, un Palestinien membre de l'OLP qui a passé 15 ans dans les geôles israéliennes pour activités terroristes. Voilà le mur. Et ici tu connais, c'est Bet Jala. Et ici, à côté, c'est une implantation, Argilo. Mais on ne va pas rentrer, il faudrait pas que tu aies de problème. Depuis 4 ans, ils sillonnent ensemble Israël et les territoires palestiniens pour convaincre,
23 ans après Oslo, il est temps d'admettre, selon eux, que la solution des deux États a fait long feu. Notre initiative respecte la réalité et c'est pourquoi elle s'oppose à la séparation. Il n'y a pas un seul mètre carré de territoire qui ne soit séparé. Regardez, ici vous avez Argilo et ici c'est Batir. À côté de Batir vous avez Mevo-Betar. Ici c'est le territoire de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie et en territoire israélien. Tout s'entrelace. Par exemple, Rosh Haïn et Kfar Kassem, les villages de Galilée, tout. Donc le concept même de la séparation va à l'encontre de la réalité sur le terrain. Elias et Bourhan militent ensemble au sein de l'organisation Deux États, une seule patrie. Un mouvement citoyen qui rassemble Israéliens et Palestiniens autour d'un même constat. Le divorce est impossible, les frères siamois, inopérables. Territoire contigu, mixité des populations des deux côtés de la ligne verte. La plupart des lieux saints du judaïsme se trouvent en territoire palestinien. A l'inverse, les Palestiniens restent attachés au village qu'ils ont dû abandonner en 1948. Bref, pour ces nouveaux militants de la paix, il est grand temps de changer de logiciel. Commençons par la fin. Je ne suis pas contre la solution de deux États. Je suis pour, mais sous une autre forme que celle qu'a apportée la gauche sioniste traditionnelle pendant des années, le modèle de séparation. La gauche sioniste traditionnelle a été dans le déni, et je m'inclus évidemment, dans le déni du lien fort et réel qui unit à l'intégralité du territoire. Nos deux peuples considèrent que cette terre est la leur de la Méditerranée au Jourdain. Séparés mais ensemble, adieu la propriété et vive l'appartenance à une même terre ancestrale. Personne ne renonce ou n'offre sa patrie en cadeau. Non, mais nous voulons vivre dans une seule patrie car nous, notre lien à cette terre est plurimillénaire. Le rapport doit s'inverser. Ce n'est pas la terre d'Israël qui appartient au peuple juif, mais le peuple juif qui appartient à la terre d'Israël. Ce n'est pas la Palestine qui appartient aux Palestiniens, mais les Palestiniens qui appartiennent à la Palestine. Il faut en prendre conscience. Au cadastre, une copropriété israélo-palestinienne régie par une confédération inspirée du modèle européen. Deux États souverains, une frontière non hermétique. Bienvenue dans l'espace Schengen en plein cœur du Proche-Orient. Une seule entité géographique et des infrastructures communes. Vous êtes perdus? Pas de panique. Résumons en dessin. We need to take a different approach and speak of two states in one space, an Israeli-Palestinian union. Two states, because just like Israelis need a nation-state with a flag, a parliament, and a national anthem, so do the Palestinians, a flag, a parliament, an anthem. They too have been struggling for independence for over a century, and it is clear that sooner or later a Palestinian state will be established on 22% of historical Palestine. But roads, railways, water, and energy infrastructure can be shared. It is even economical, and in certain respects, it has been happening for years. In fact, Israelis and Palestinians already share a currency. On établit une nette distinction entre résidence et citoyenneté. Les citoyens palestiniens pourront habiter en Israël et les citoyens israéliens pourront habiter en Palestine. Et nous tous serons résidents de cette confédération qui garantira les droits de l'homme, la coopération économique. Et les Palestiniens aussi. En fait, tous les habitants seront aussi citoyens de cette confédération, comme dans l'Union européenne, où un Français possède aussi un passeport européen. Pour les habitants des implantations juives de Cisjordanie, la nouvelle initiative a de quoi séduire. Oubliez les bulldozers de 2005, oubliez aussi le traumatisme de l'évacuation des localités juives de la bande de Gaza. Il y a un engouement de la droite pour cette solution. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour la gauche de renoncer à l'idée de séparation et de reconnaître le fait que ce n'est plus réaliste. Et justement, la droite s'y intéresse et tend à nous rejoindre.
Je pense aussi que c'est la seule solution pour la droite, sauf si l'on veut établir un régime qui soit un régime d'apartheid. Les habitants des implantations s'y intéressent. Tout d'abord, la situation aujourd'hui est très différente de celle qui prévalait avant le désengagement. À l'époque, on disait « cela n'arrivera jamais ». Et puis un jour, c'est arrivé. Il faudrait un bulldozer, un dur à cuire comme Ariel Sharon pour que cela se reproduise. Mais personne ne peut garantir que cela ne se reproduira pas. Et puis, il y en a de plus en plus qui ressentent un malaise éthique à l'idée de contrôler militairement un autre peuple. Juifs, citoyens israéliens, mais résidents palestiniens. Est-ce donc bien raisonnable? Netanel Bolag est étudiant en Beaux-Arts de Jérusalem. Il a grandi dans une famille sioniste religieuse. En 2005, il a fait partie des farouches opposants au plan de désengagement d'Ariel Sharon. C'est vrai que c'est un grand changement, et c'est un changement qui demande d'y croire. Notre initiative ne se résume pas à un bout de papier sur lequel on griffonne quelques principes que nous pourrions mettre en œuvre du jour au lendemain. Il faut surtout que le peuple et la société soient prêts. Les habitants des implantations ne verront pas que le drapeau palestinien au-dessus de leur tête. Ils verront aussi celui de la Confédération, celui de l'administration commune qui régira les deux États. Une image d'Épinal? Peut-être. Un lieu commun? Sûrement. Où rien n'a été laissé au hasard. Une charte en 11 points qui n'élude aucune question épineuse. Comme le droit au retour des réfugiés palestiniens, l'une des pierres d'achoppement de toutes les négociations. Supposons qu'un réfugié palestinien habite depuis 60 ans au Liban, depuis 70 ans même, et que ce réfugié veuille devenir citoyen de l'État palestinien. L'État palestinien, en fonction de ses lois d'immigration qu'il aura définies, en vertu de ses prérogatives, de son système judiciaire, eh bien, c'est cet État qui décidera de lui accorder la nationalité. À partir du moment où il deviendra citoyen palestinien, il aura droit aux privilèges accordés à tous les habitants de la Confédération. Il pourra y circuler, y travailler. Mais pourra-t-il pour autant faire valoir le droit au retour, tel qu'il l'entend aujourd'hui avec le symbole de la clé gardée précisément par sa mère sur un mur? Dans la plupart des cas, non, ce ne sera pas réalisable. En revanche, rien ne l'empêchera de venir profiter de la mer, ici, à Jaffa. Ça oui, ce sera possible. Et Jérusalem dans tout ça? De quel état au juste la ville sera-t-elle la capitale? Ce que je vois ici, c'est qu'il y a plusieurs Jérusalem. Et actuellement, Jérusalem est, à mon grand regret, divisée. Ce qui se passera grâce à notre initiative, c'est qu'il n'y aura pas de mur, il n'y aura pas de barrage. Il n'y aura qu'une seule Jérusalem, grande, où Juifs et Arabes pourront vivre ensemble. Et elle sera réellement la ville du vivre ensemble. En plein Ramadan, Bourhan a fait un long voyage pour se rendre à Jérusalem. Pas question donc de rentrer dans sa Cisjordanie natale avant d'avoir fait sa prière dans la vieille ville. Une prière pour la paix. Ali de Ré, je vous vois sourire. Je cherche les bisounours et je les vois. Vous ne les voyez pas. Pourtant, c'est vraiment, on est dans l'antiracisme le plus fort. Habiter en Palestine, tout en restant israélienne, on peut être français, habiter à Berlin et voter pour l'Assemblée nationale, pour les élections présidentielles, c'est quelque chose qui peut vous convenir? Non. Pour quelle raison? Parce que je viens pour être avec. Je suis venue, j'ai fait mon aliyah, je suis montée en Israël pour faire partie d'une histoire, pour participer à un projet sioniste. Or pour moi, le projet sioniste, il ne se conçoit pas sous une autorité qui est autre qu'une autorité juive. Mais vous continuez à voter pour la Knesset, vous continuez à élire votre propre président, votre propre premier ministre? C'est des foutaises tous ces trucs-là. Je suis désolée de le dire comme ça. C'est complètement utopique. Toutes les vraies questions ne sont pas abordées. Vous dites que dans la charte on en parle. On les survole, d'accord? Moi, j'aimerais bien voir quand il y aura je ne sais plus combien de réfugiés palestiniens on a dans les camps de réfugiés. Les chiffres sont flous, mais ouais, à peu près. Au moins 4 millions. Voilà, on va dire que 50% viennent et s'installent dans l'État de Palestine. Donc les 2 millions qui viennent et qui vont venir à la plage à Yafo, j'aimerais bien voir donc les gens de Tel Aviv comment ils vont réagir. C'est du n'importe quoi. Mais Ron Rapoport, est-ce que vous comprenez ce que dit Lali Deray? Est-ce qu'il n'y a pas encore trop de haine, trop de peur, trop de méfiance entre les partis pour imaginer les réunir dans une confédération? Après tout, l'Europe ne s'est pas construite en quelques jours. Ça peut être aussi un divorce, mais un divorce
pas violente, un divorce avec de l'affection entre les deux parties. Je crois que l'Union européenne, ce n'est pas le seul modèle, mais l'Union européenne a commencé il y a 4 ans ou 6 ans après la guerre mondiale, après que millions, dizaines de millions ont été tués, et c'était le massacre mondial. Et il n'y avait pas d'amitié entre la France. Non, il n'y avait pas d'amitié, mais il y avait des États souverains. Est-ce qu'une confédération, Meron Rapoport, sans passer par la case État-nation, est-ce que c'est possible? Parce que l'Union européenne s'est construite entre États souverains, mais une confédération sans passer par la case État-nation, j'entends bien sûr État-nation palestinien, est-ce que c'est réaliste? Je crois que ça devait être une vraie État palestinien indépendant, et que les Juifs peuvent vivre dans ce pays et dans cet État palestinien, et les Palestiniens peuvent vivre dans Israël. Comme l'Union européenne, il y avait des processus, il fallut 30 ans, ou peut-être de plus. Ça peut être un processus, mais on va là-bas. Et je veux aussi dire quelque chose sur Gaza. Gaza, on le voit aujourd'hui, ces gens qui vont à la frontière, qui sont les fils et le grand-fils des réfugiés de 1948. Alors, cette histoire n'est pas finie, et Gaza fait part de cette solution. Stéphane Amar, quand on voit que l'architecte des accords d'Oslo, Yossi Beilin, apporte son soutien à l'idée d'une confédération, il y a de quoi réfléchir quand même. Oui, mais effectivement, parce c'est quelqu'un d'honnête, Yossi Beilin, qui a réfléchi à l'échec d'Oslo et qui a compris, je pense, que le partage était impossible, même physiquement, tout simplement. Maintenant, effectivement, il ne répond pas aux questions essentielles. Parce que quand on dit des Israéliens pourront vivre sous souveraineté palestinienne, par exemple, au moment du retrait de Gaza, le problème s'est posé. Il y a Aviv Arkan, qui habitait dans une des implantations du nord de la bande de Gaza, qui a dit « Moi, je veux rester vivre sous souveraineté palestinienne, j'ai aucun problème, et je ne veux pas quitter ma maison. » C'est envisagé ni par les Palestiniens qui ne veulent pas entendre d'un seul juif dans ce territoire. Mahmoud Abbas le répète régulièrement, il veut une Palestine Judenrein, une Palestine sans juifs. Et ensuite, ça a été accueilli avec un grand sourire par Ariel Sharon à l'époque, parce qu'il sait très bien qu'il Palestine sans Israéliens. Oui, mais bien sûr. Sans juifs. Sans juifs, bon. C'est toute la différence. La différence, mais je ne sais pas si les Palestiniens, les dirigeants palestiniens la font vraiment. Mais en tout cas, du côté des juifs, il est bien évident que personne n'irait risquer sa vie à vivre protégé par des policiers palestiniens. Quand on a vu par exemple ce qui s'est passé durant l'intifada, où c'est des policiers palestiniens eux-mêmes qui s'en prenaient aux juifs, soit en patrouille, soit on l'a vu pour le lynchage de Ramallah, il y a un manque de confiance totale de la part des Israéliens à vivre sous souveraineté palestinienne. Ça, c'est d'ailleurs, si on peut faire encore des parallèles, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays décolonisés, où on a vu que très très vite la population qui vivait là, même si elle voulait rester, a été obligée de se rapatrier sur la métropole parce que sa sécurité n'était pas garantie. Il faut arrêter d'être naïf. Donc il n'y a quasiment aucune chance qu'une solution marche. Ce qui pourrait marcher, c'est effectivement un grand ensemble sous souveraineté israélienne. C'est en tout cas ce qui se dessine. Meron Rapoport, ce qui est intéressant dans votre association, c'est qu'elle est assez hétéroclite. Il y a des Palestiniens, il y a des Israéliens, mais tous ne sont pas de gauche comme vous. Il y a aussi des habitants comme la Lideré qui habitent donc en Judée-Samarie ou en Cisjordanie. Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils sont de plus en plus séduits par cette initiative? Visiblement non, à en croire la Lideré. On a fait une conférence il y a 6 mois à Jérusalem, et une carte de ceux qui sont venus était de la colonie. Un quart. Et notre hôte était le rabbin Avi Gisser de Ofra. Il n'est pas supporté d'une manière 100%, mais il est très favorable de nos idées. Alors je crois qu'il y a une possibilité ici. C'est évident que quand Israël est aussi fort, ceux qui résident maintenant dans la Cisjordanie ne veulent pas quitter et ne veulent pas vivre dans un État palestinien. Mais si il y aura un accord qui permet, pas seulement pour les Israéliens de vivre là-bas, mais aussi des Palestiniens, de reconnaître les liaisons très fortes des Juifs à cette terre. Et ce n'est pas correct ce qu'on dit avant. Et même Mahmoud Abbas a accepté
que les Israéliens vivent dans la Cisjordanie. C'était Ariel Sharon qui a décidé de faire sortir les Juifs, les Israéliens de Gaza. Mais il n'y a pas eu de négociation avec Abbas. C'est pas vrai, c'est faux. C'est complètement faux. Moi, j'étais là-bas et j'ai vu comme les Israéliens ont détruit les synagogues de Neve Dekalim. Ce n'était pas les Palestiniens. Alors, les Palestiniens ont accepté ça en avant et ils peuvent accepter ça et aussi. Mais ça doit être réciproque. Alors cette initiative, la vôtre, Meron Rapoport, tout comme celle de l'annexion, ce que vous proposez, la leader et Stéphane Amar, est-ce qu'elle pourrait être soutenue par les États-Unis? On va tout de suite écouter le président américain, Donald Trump. J'ai pensé pendant longtemps que la solution à 2 États semblait être la plus simple des deux. Mais honnêtement, si Bibi et les Palestiniens, si Israël et les Palestiniens sont heureux comme ça, alors je suis heureux avec la solution qu'ils préfèrent. Stéphane Amar, je vous vois sourire. 1 État, 2 États, 3 États, 4 États, 1 État et demi. Est-ce que la communauté internationale pourrait s'accommoder d'une autre solution si tant est que la communauté internationale, par les deux parties. Tout temps, elle s'est toujours accommodée de la loi du plus fort. C'est aussi un petit peu incorrect de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. On parlait tout à l'heure du parallèle avec l'Europe. L'Europe, elle s'est construite sur les ruines de l'Allemagne. On a tout imposé à l'Allemagne de ne plus avoir d'armée, de diviser sa capitale en deux, d'être même un pays séparé en deux. Et ensuite, on a fait la paix avec l'Allemagne. Donc, il faut encore une fois reconnaître qu'il y a dans cette histoire un fort et un faible. Si vous voulez, le partage, c'est toujours l'option du faible. Israël et les Juifs étaient pour le partage quand ils étaient les plus faibles dans les années 30, 40, 50. Mais après la guerre des 6 jours, quand ils ont pris le dessus militairement, ils se sont empressés d'oublier ça et de prôner plus ou moins, enfin, d'une manière ou d'une autre, l'annexion du territoire qu'ils avaient conquis. Donc, il y a des lois, si vous voulez, de la politique, de la diplomatie, qui font que forcément, et on le voit bien actuellement, on l'a vu avec l'ambassade, on le verra peut-être demain avec le plateau du Golan, puisqu'Israël maintenant fait pression sur les États-Unis pour qu'ils reconnaissent l'annexion du Golan qui a été faite après 67, on voit bien que c'est Israël qui dicte en quelque sorte les conditions de la paix. C'est ce que je démontre dans le livre. C'est pas du tout une prise de position, c'est une description des rapports de force qui fait qu'on va effectivement non pas vers un partage du territoire, vers une annexion avec des modalités que personne ne connaît encore, mais qui grosso modo consacreront la domination d'Israël sur toute cette partie du monde. Stéphane Amar, vous parliez de naïveté un peu plus tôt, la leaderette du monde des bisounours. Si vous le voulez bien, on va revenir dans ce monde des bisounours. Dans le reportage, on entendait un intervenant qui nous parlait du malaise éthique de contrôler un autre peuple. On en fait quoi de l'éthique aujourd'hui avec l'annexion que vous proposez ? Encore une fois, je pense que c'est une solution beaucoup plus éthique et qui est beaucoup plus en adéquation avec les droits de l'homme. Un État palestinien vivre sous un État israélien. Je rappelle juste que si je fais établir une comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui sous l'autorité palestinienne et ce qui se passe aujourd'hui dans l'État d'Israël, dans lequel des deux les minorités sont préservées, la liberté de culte est préservée, les droits des homosexuels sont préservés, les droits des femmes sont préservés, il suffit de voir ça. Je veux dire, c'est presque envie de dire qu'on est en train de jeter dans la gueule du loup des minorités sexuelles et des minorités ethniques en demandant la création d'un État palestinien. Donc en effet, il y a encore énormément d'efforts à faire pour préserver encore plus les droits de l'homme des Palestiniens, pour leur rendre la vie plus facile. Il n'empêche qu'un État palestinien, c'est encore leur liberté, les libertés en tout cas des minorités, ça c'est évident, et la liberté de tous ceux qui ne seront pas dans la ligne directe, dans le mainstream du gouvernement, ils seront complètement effacés, donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais le droit de l'autodétermination dans ce cas. Non, je suis désolée. Je comprends très bien cette volonté. On est revenu sur notre terre parce qu'on avait envie de revenir sur notre terre, nous aussi, nous, peuple juif. On a créé cet État, on a créé un État, l'État d'Israël, dans cette volonté d'avoir une autodétermination. Je comprends très bien. Il n'empêche que je suis peut-être pas politiquement correcte, mais pour moi, c'est d'abord, je m'occupe d'abord, je préserve ma famille, je préserve ma communauté. Je comprends très bien qu'ils aient envie, mais comme de Tocqueville, c'est ça. En tant qu'individu, ils ont droit à tous les droits. Voilà, sur cette phrase. On terminera. Merci, messieurs, dames. Lali Deray, Stéphane Amar, dont je rappelle le nom de votre livre, Le Grand Secret d'Israël. Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien? C'est aux éditions de l'Observatoire et en duplex depuis Tel Aviv. Meron Rapoport, merci, messieurs, dames, de nous avoir aidés à y voir plus clair sur cette solution à 2 États qui, visiblement, a du mal à faire son chemin. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom, salam.